C'est le fait politique du jour, la conférence de presse d'Emmanuel Macron à 16h. Le président doit présenter ses priorités à 3 semaines de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Mais la présidentielle française est dans toutes les têtes. Caroline de Camaret nous rejoindra. La campagne, justement, elle se transforme en long chemin de croix pour la gauche et surtout pour Anne Hidalgo. Son idée de primaire a fait flop. Les insoumis, les communistes et les écologistes lui ont dit non. La démocratie à l'honneur ce jeudi, elle fait l'objet d'un sommet international présidé par Joe Biden. La Chine n'y est pas invitée, elle se targue pourtant d'être un modèle en la matière. Bonjour à tous. Avant d'être candidat à la présidentielle française, Emmanuel Macron se lance dans une dernière bataille puisque la France prendra début janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne. La dernière fois, c'était en 2008 sous Nicolas Sarkozy. C'est une aubaine pour Emmanuel Macron, europhile convaincu. Il doit d'ailleurs donner une conférence de presse à 16h au Palais de l'Élysée. Marc Pope. Remettre sur pied l'Union européenne, voilà le défi de taille qui attend Emmanuel Macron. Pour cela, le chef de l'État qui s'apprête à prendre la tête de la présidence de l'Union européenne pour 6 mois veut axer sa politique autour de 3 maîtres mots: relance, puissance et appartenance. Il faut bien dire que les chantiers ne manquent pas. Le premier d'entre eux est sans conteste l'épidémie de Covid-19 qui a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent. La question des frontières devrait également être prédominante à l'heure où de nombreux migrants affluent aux portes de la Pologne et où la Russie menace les frontières de l'Ukraine. Emmanuel Macron plaide ainsi pour une Union européenne plus autonome militairement. Un sommet sur la défense est d'ores et déjà prévu d'ici le mois de mars. Autre sujet que la France devrait aborder, la réforme des accords de Schengen, le paquet climat avec la taxation carbone ou encore la refonte de la relation avec l'Afrique. Depuis son élection en 2017, le président français ne cesse de se poser en défenseur de l'Europe face au nationalisme et au populisme qui se répandent. Des priorités qui devraient toutefois se heurter aux divisions des 27 pays membres. La présidence française est par ailleurs perçue comme un avantage pour Emmanuel Macron, potentiel candidat à sa réélection lors de la présidentielle prévue en avril prochain. Un scrutin qui complique toutefois sa tâche. Les principaux rendez-vous ont ainsi été organisés pendant les 3 premiers mois de la présidence française. Et on en parle avec Caroline de Camaret. Bonjour Caroline. Bonjour. Une présidence du Conseil de l'Union européenne en pleine campagne présidentielle, c'est un peu étrange. Oui, alors déjà, c'est notre 13e présidence. Et d'ailleurs, aussi, c'est en fait tous les 13 ans, finalement, qu'on revient à cette présidence tournante de l'Union européenne, puisqu'on est 27 pays et que ça dure 6 mois. Donc, est-ce que 13 va nous porter bonheur ? Pas sûr, parce que vraiment, c'est une drôle de chose que cette présidence française du Conseil. En effet, en quoi ça consiste ? Ça consiste d'abord à ce que chacune des réunions sectorielles, comme le Conseil des 27 ministres de l'Agriculture, des 27 ministres de la Pêche, des 27 ministres de la Défense, se fasse sous la présidence du ministre français. Ça, c'est bien clair. Simplement, Emmanuel Macron, il espérait capitaliser, montrer qu'il était le chef de l'Europe, etc., à cette occasion. Or, le Conseil européen des 27 chefs d'État et de gouvernement, depuis le nouveau traité, il est en fait présidé par un homme inamovible maintenant, qui est Charles Michel. C'est permanent. C'est un homme permanent. Charles Michel, il est de la même famille politique Renew que Emmanuel Macron. Il y a une petite rivalité quand même entre les deux pour tirer la couverture à eux. Vous comprenez déjà que ça va pas tellement aider à mettre de l'huile dans les tuyaux. Et puis, la deuxième chose qui est importante aussi, c'est qu'évidemment, c'est entrecoupé, vous l'avez bien souligné, par une campagne présidentielle en avril des élections. À partir de là, les ministres ne sont plus disponibles pour finalement pouvoir présider quoi que ce soit. Et donc, cette présidence, elle n'existe que de janvier à fin mars. 3 mois pour tout conclure, pour faire avancer tous les dossiers, pour mettre finalement au forceps toutes les réunions utiles. Et à partir de là, eh bien, on ne sait pas trop ce qui se passe du côté de l'exécutif français. Donc finalement, ça sera le relais qui sera pris un peu par la représentation à Bruxelles de la France, qui devra en plus être un peu schizophrène parce qu'elle défendra les intérêts communs et les intérêts français et la ligne française en étant d'un seul tenant en train de jouer ces deux rôles, alors que habituellement, elle défend plutôt l'idée européenne. Alors elle sert à quoi, cette présidence française ?
Alors, elle sert effectivement à redire aux Français que Emmanuel Macron, c'est un homme qui fait ses campagnes sur le thème européen. Elle sert aussi à faire avancer des priorités plus françaises, comme par exemple la défense, avec un sommet de la défense qui est convoqué justement dans ces 3 premiers mois par le président Macron, ainsi qu'un sommet de l'Afrique pour redire que ce continent africain, il faut s'en occuper. Et puis, à la marge, elle va quand même réussir à afficher probablement après une présidence allemande, vous vous en souvenez, il y a un an, qui a été vraiment très importante pour gérer la crise Covid, afficher quelques succès, par exemple sur le salaire minimum européen, un dossier qui pourrait réussir à être signé sous la forme d'une directive, ou encore le Digital Market Act qui dépend de Thierry Breton, notre commissaire français, qui là aussi pourrait encadrer mieux finalement les géants du numérique et leur faire payer des taxations. Voilà des petites choses qui sont sur la table et qui pourraient aboutir à des réalisations concrètes. Mais en tout cas, ce sera un timing bousculé. On a bien compris, conférence de presse tout à l'heure, donc à 16h, on vous y retrouvera. Merci beaucoup Caroline. Il sera aussi question de la pandémie, un nouveau record de contamination hier en France, plus de 60 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est un record depuis le début de la crise. Ça commence à peser sur les hôpitaux. D'ailleurs, le plan blanc a été déclenché dans 6 régions, dont l'Île-de-France. Cela permettra concrètement, notamment, de déprogrammer des opérations et de réaffecter les personnels soignants. La présidentielle, Anne Hidalgo a joué son va-tout, mais elle a perdu visiblement, puisque la socialiste a proposé hier une primaire à Mélenchon, Jadot, Montebourg et Roussel. Mais son idée a fait pchit. Caroline Motte. Une primaire de la gauche, réponse des écologistes, des communistes et de la France insoumise. C'est non. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Est-ce que l'espoir à gauche, on va le retrouver en réglant un problème de personne, de nom? Je ne pense pas. C'est impossible d'imaginer qu'on va avoir un candidat qui va représenter tout ça. C'est une machine à perdre. Fin de non-recevoir donc pour la proposition d'Anne Hidalgo. À la peine dans les sondages, la candidate du Parti socialiste espérait hier soir une gauche rassemblée. Il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Je sais qu'ils seront très nombreux, très nombreux à vouloir y participer parce qu'ils souhaitent retrouver l'espoir. Pourtant, quelques heures plus tôt, sur un autre plateau, il n'était pas question de primaire pour Anne Hidalgo. Ça n'est pas de savoir dans la course des petits chevaux qui a renversé la table pour faire en sorte que le petit cheval avance plus vite. Ça n'est pas du tout ça le sujet. Pour François Hollande, cette primaire n'a pas lieu d'être. Une candidature d'union n'a de sens que s'il y a un programme commun. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Quant à Arnaud Montebourg, il salue cette idée et se dit prêt à s'effacer si la gauche se rassemble. Ça bouge, enfin. Tout était gelé, on était tous dans le formol. Est-ce que cette proposition suffira ? Je ne sais pas, car je ne vais pas me retrouver dans une primaire avec Mme Hidalgo en tête à tête. Depuis qu'elle s'est déclarée candidate, la campagne d'Anne Hidalgo n'a jamais décollé. Elle reste bloquée dans les sondages entre 3 et 5%. Des prévisions pessimistes qui l'ont sûrement décidée à faire cette proposition. Autre scrutin dimanche en Nouvelle-Calédonie, 3e référendum d'autodétermination, mais cette fois les indépendantistes appellent au boycott, raison invoquée la pandémie qui les aurait empêchés de faire campagne. On retrouve à Nouméa Hugo Capelli, l'envoyé spécial de France Télévisions. Il y a 185 000 électeurs qui sont appelés aux urnes ce dimanche, mais il n'y a presque pas eu de campagne pour ce 3e et dernier référendum ici en Nouvelle-Calédonie. En effet, le camp indépendantiste a appelé ses partisans à ne pas se rendre aux urnes ce dimanche. Alors on a vu toute cette semaine sur des ronds-points des militants avec des banderoles. Ils réclament le report du scrutin, le temps de faire leur deuil, car il y a eu plus de 200 morts ici sur l'archipel depuis la crise du Covid-19. Un argument du deuil qui est irrecevable pour leurs adversaires, les non-indépendantistes. Dans les dernières réunions publiques où nous sommes allés, ils estiment bien que l'État français s'est renforcé depuis le début de la crise, grâce notamment à la vaccination. Et donc, ils estiment bien que leurs adversaires se voient déjà perdants selon eux. Il y a donc une certaine tension pour ce scrutin. C'est pourquoi il y a beaucoup de militaires et de gendarmes que nous croisons à Nouméa. Plus de 2000 renforts ont été envoyés par la métropole et forcément, ça ne plaît pas à tous les habitants.
À chacun son modèle de gouvernance. Les Occidentaux ont trouvé le leur, la démocratie, un système faillible, en atteste la prise du Capitole en janvier dernier à Washington. Il faut donc la consolider. C'est pour cela que Joe Biden préside un grand sommet pour la démocratie, sommet virtuel. C'est aussi un message envoyé à la Chine, son grand rival. Sur place à Shanghai, Lou Kisiela. Dans une tribune commune, la Chine et la Russie dénoncent leur exclusion de ce sommet et critiquent une mentalité de guerre froide. Wang Wenbin, le ministre chinois des Affaires étrangères, parle de manipulation. Selon lui, les États-Unis cherchent avant tout l'hégémonie et, je cite, n'ont aucune autorité morale pour juger si d'autres pays sont démocratiques. Il faut dire que dans la liste des invités à ce sommet, certains noms irritent particulièrement Pékin. D'abord celui d'Audrey Tang, c'est la ministre taïwanaise du numérique. Or, l'île de Taïwan est au cœur des tensions sino-américaines. Autre nom, celui de Nathan Law, une figure du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Il est aujourd'hui en exil à Londres et invité à donner un discours demain. Ce sommet provoque la colère de Pékin. En réponse, la presse officielle et des diplomates multiplient les attaques contre le gouvernement américain, en critiquant notamment les interventions militaires en Irak ou en Syrie ou encore l'assaut du Capitole. L'idée de cette rhétorique, c'est de dire que la société américaine est violente, voire chaotique, et que donc elle n'a pas le monopole de la définition de la démocratie. D'ailleurs, Pékin a publié un document intitulé « La Chine, la démocratie qui fonctionne », un texte de 13 000 mots pour vanter les mérites du système politique chinois, de son parti unique, le Parti communiste chinois, qui, rappelons-le, est au pouvoir en Chine depuis plus de 7 décennies. La Chine qui organise dans 2 mois les Jeux d'hiver. Il s'annonce très politique. Les Américains, mais aussi les Britanniques, les Canadiens, les Australiens ont annoncé un boycott diplomatique en raison de la question des droits de l'homme. La France hésite encore. Écoutez Jean-Yves Le Drian. Donc nous sommes pour qu'il y ait une position commune dont nous allons mesurer l'ensemble des enjeux lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères ou dans une réunion suivante, mais cette question-là doit être traitée en européen. On termine à Paris. La reconstruction de Notre-Dame est toujours en cours. Les travaux avancent. Nouveauté ce jeudi. On connaît la nouvelle décoration de l'intérieur de la cathédrale et elle comprend de l'art contemporain et ça ne passe pas du tout. Marc Dana. L'avenir de Notre-Dame se joue-t-il déjà ce matin ? Avec son projet de réaménagement de l'intérieur de la cathédrale, le diocèse de Paris envisage une petite révolution. Tenu secret, nous avons pu le consulter. Il prévoit une évolution du parcours emprunté par les touristes. Sur les côtés, des œuvres d'art contemporain commandées pour l'occasion. Au mur, des projections de phrases de l'Évangile traduites en anglais, chinois ou arabe. Ces nouveautés font déjà polémique. Comme cet historien de l'art, une centaine de personnalités ont signé une tribune qui s'oppose au projet. On élimine une grande partie de ce qui fait la caractéristique de cette cathédrale, c'est-à-dire l'œuvre de Viollet-le-Duc, c'est classé monument historique. La deuxième partie, parce que on y introduit de manière très massive, trop massive, l'art contemporain. Et troisièmement, parce que toutes ces transformations radicales sont faites au nom d'une liturgie qui est une liturgie en fait inventée, un mixte entre Vatican II des années 60-70 et ce que vient d'inventer le diocèse de Paris. On n'expérimente pas dans Notre-Dame. Au XIXe siècle, c'est l'architecte Eugène Viollet-le-Duc qui a été le dernier à revoir le décor intérieur de la cathédrale. Son œuvre serait menacée, selon ce spécialiste des monuments de Paris. Les aménagements et le nouveau parcours envisagés pour les touristes la première mission de Notre-Dame est bel et bien d'accueillir des chrétiens. C'est une église avant tout, c'est une cathédrale. Dans un second temps, c'est devenu un monument historique. Viollet-le-Duc n'aurait certainement pas approuvé cette vision du diocèse qui semble vouloir aller vers un Christland, en quelque sorte, destiné aux touristes. Une vingtaine d'experts du patrimoine ont assisté ce matin à la présentation par le clergé de cette rénovation. Si elle est acceptée, le public pourra la découvrir à la réouverture de Notre-Dame en 2024. Voilà pour l'essentiel, on se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir. Incroyable exploit réalisé par le Bénin. Politique, économie, développement, art.
Toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Le journal de l'Afrique, restez avec nous, l'info continue sur France 24. Liberté, égalité, actualité.